Bonjour et bienvenue dans la quotidienne condensée des numériques. Je suis ravi de vous retrouver en ce lundi 30 août. On a un beau petit programme aujourd'hui. Je vous rappelle que la version complète est également disponible sur notre chaîne YouTube si vous voulez voir tous les sujets, toutes les discussions et peut-être tous les dérapages de la quotidienne. En tout cas ici, en quelques minutes, c'est l'essentiel de l'actu et c'est parti. On commence avec un petit coup de cœur et c'est le youtubeur Sissi qui a réussi à faire ce que Google n'avait pas réussi à faire. Je vous rappelle qu'il y a quelques années, Google avait annoncé, c'est un poisson d'avril, porter Google Maps sur la Nintendo Entertainment System, la NES. C'était évidemment une belle blague, ça avait fait rigoler tout le monde, mais ça n'avait pas été fait en vrai. Le youtubeur, un peu déçu que Google n'ait pas été au bout de son projet, l'a fait et a réussi à convertir du data de Google Maps en asset graphique pris au jeu Dragon Warriors, ou pour les connaisseurs Dragon Quest, pour avoir écoutez, une géolocalisation représentée par votre Nintendo Entertainment System en temps réel. Ne faites pas vos trajets les plus subtils avec, déjà l'exploit de voir la France qui ressemble à la France est pas mal. Après le joli mode du jour, passons au joli troll de ce week-end, et c'est Google qui nous a sorti un spot de publicité pour son Google Pixel 5a, qui n'arrivera pas en France. En tout cas, délicieusement ironique et drôle. Je vous rappelle que ce téléphone milieu de gamme n'a pas vraiment d'innovation technologique, et pour le vendre, du coup, Google en a fait des tonnes autour de sa connectique unique, circulaire, universelle, la prise jack. Ils ont carrément parodié une communication très Apple-esque pour ce port, et nous, en tout cas, on a beaucoup rigolé. Ironie. L'ironie du sort, les Google Pixel 6 et Pixel 6 Pro n'auront eux pas de prise jack, mais chut. Restons maintenant dans les smartphones avec deux tests de la rédaction. Le premier concerne l'écran interne du Galaxy Z Fold 3, là c'est le Z Fold 2. Est-il aussi performant que son prédécesseur? Eh bien écoutez, le premier bilan est plutôt positif puisqu'il est à peu près aussi performant que son prédécesseur, mais en plus évidemment il est plus solide, plus rigide, mieux protégé, et il accepte enfin le S Pen Pro et le S Pen Fold Edition. Allez voir tous les benchmarks et toutes les jolies courbes faites par Laure. Revenons maintenant chez Samsung, mais pas côté smartphone, on va passer côté composants. Et vous savez que Samsung est un fabricant de composants extrêmement populaire, notamment pour les SSD, les disques durs à mémoire flash en tout cas. Samsung malheureusement vient d'être pris la main dans le sac en train de changer des composants de ces SSD sans changer le nom du modèle et sans changer bien évidemment le prix. On parle des séries 970 Evo qui sont des séries extrêmement populaires. Vous savez que certains fabricants s'étaient amusés, avaient tenté en secret de changer les composants en passant à des mémoires notamment moins endurantes et de moins bonne qualité. Chez Samsung en fait on pensait que c'était le cas, mais c'est un peu plus subtil que ça. Un youtubeur chinois repris ensuite par le site Ars Technica a réussi à trouver pourquoi son SSD était à peu près 2 fois moins performant en lecture et en écriture. C'est en fait le contrôleur du SSD, qui normalement est un contrôleur Phoenix et qui désormais est un contrôleur Elpis et qui a été utilisé par Samsung. Samsung qui a beaucoup de problèmes à s'approvisionner en contrôleur, ce serait peut-être la raison de ce changement. En tout cas, cela n'excuse pas le fait que pour le même prix et sans avertir ses consommateurs, Samsung aujourd'hui vende un SSD avec des performances clairement grévées. Passons maintenant à la news la plus spectaculaire du moment qu'on a découvert ce matin. Écoutez, il se passe beaucoup de choses chez ARM. Sachez déjà, et je vous le rappelle, le rachat de ARM par Nvidia est très compliqué, un petit rachat à 54 milliards de dollars, puisque les autorités européennes vont se pencher sur la situation, et ils n'ont pas l'air extrêmement optimistes. Mais ce qui s'est passé de plus fou concernant ARM, s'est passé en Chine vendredi dernier. Que s'est-il passé? Eh bien écoutez, une filiale de ARM qui s'appelle ARM China vient un peu de signer son acte d'indépendance par rapport à ARM et va désormais en fait partir de manière seule sur le marché chinois et signer des contrats pour vendre ses propres produits et ses propres technologies. Cette annonce assez spectaculaire et surprenante en fait est un petit peu un des points de culmination d'une lutte et d'un bras de fer entre ARM et ARM China qui dure depuis plusieurs années. Pour vous la faire très rapide, pour un peu investir et garantir sa présence sur le marché chinois, ARM et son propriétaire, SoftBank, avaient signé un accord en 2018 pour travailler avec un consortium d'industriels chinois et leur avaient donné 51% des parts de ARM China. Et c'était vraiment pour eux la garantie de pouvoir commercer en Chine assez largement. Je vous rappelle que la Chine est un petit marché à plus d'1 milliard d'internautes. En tout cas, les choses ont tourné vinaigre assez rapidement après que ARM ait accusé le PDG de ARM China de malversation, l'ait un peu viré de son poste, mais n'ait pas pu le sortir vraiment de l'organisation réelle de ARM China, puisque
justement en Chine pour travailler, l'autorité donne à une personne un peu des droits, est un peu dépositaire des droits de commercer en Chine. Et cet homme, Allen Wu, a donc été viré de Arm China par Arm, mais est resté aux commandes de Arm China puisque lui seul possède un peu cette sorte de laisser-passer pour faire du commerce. Et la guerre a tourné un petit peu vinaigre ces derniers mois puisque lui-même a commencé à engager un service de sécurité pour isoler les employés de Arm des employés de Arm China et a un peu commencé à durcir le ton. Et le tout est arrivé à ce moment, ce vendredi, avec une présentation comme une conférence classique, mais un peu surréaliste, où Arm China a annoncé qu'ils prenaient leur indépendance et qu'ils allaient travailler avec plus de 500 entreprises chinoises, dont 29 produisent des objets en masse, et se passer littéralement de Arm. Donc c'est un énorme coup de poignard dans le dos. On ne sait pas si légalement, juridiquement, tout cela est vraiment possible. On ne sait pas quels seront aussi les recours de Arm, mais Arm vient peut-être de perdre une énorme partie de sa valeur. Et est-ce qu'ils valent encore 54 milliards de dollars? Ce n'est plus qu'aux autorités de le décider, c'est aussi peut-être à Nvidia de voir. On vous développera toute l'affaire ARM évidemment dans les prochains jours, mais en attendant, on peut, si vous pouvez, manger un petit bout de gâteau puisque Linux a fêté la semaine dernière ses 30 ans. Et oui, Linus Torvald, ce jeune étudiant scandinave qui avait décidé de coder son petit OS dans son coin, imaginait-il que Linux deviendrait l'OS préféré de tous les admins système, de tous les responsables de sécurité, de tous les gestionnaires de data center, de tous les serveurs globalement? C'était pas sûr. On attend maintenant la dernière étage de la fusée. Est-ce qu'un jour, enfin, même si ça fait 20 ans que les Linuxiens nous le disent, Linux deviendra un OS vraiment très grand public? C'est tout le mal qu'on leur souhaite. Justement, en parlant de serveurs, parlons un peu des serveurs de Microsoft Azure. Je vous rappelle, le service cloud de Microsoft, extrêmement populaire à travers le monde. Eh bien, ça sue un petit peu en ce moment chez Microsoft Azure. Une entreprise spécialisée dans la sécurité, qui s'appelle Wiz, vient de découvrir une faille majeure qui donnerait accès quasiment à toutes les bases de données des clients Azure. Et quand on parle des clients Azure, on parle peut-être de Coca-Cola, par exemple, et d'autres dizaines de milliers de clients. En tout cas, Wiz a évidemment alerté Microsoft de cette faille majeure. Microsoft a annoncé qu'évidemment il travaille dessus pour la boucher et que normalement personne de mal intentionné avait réussi à exploiter cette faille pour l'instant. Ils auront récompensé Wiz d'un petit 40 000 $ de récompense pour cette découverte. Attention en tout cas, si vous êtes client Azure, contactez vite votre petit représentant Microsoft. Allons maintenant en Afghanistan. Je vous rappelle que le pays est en proie à un changement de régime assez brutal. Les talibans ont repris un peu le contrôle du pays en quelques jours et se pose en tout cas la question notamment aussi d'Internet et des réseaux sociaux, des technologies là-bas. On a un excellent article de mon collègue Romain Chaland qui nous résume un petit peu, qui nous synthétise tous les enjeux que vont être les technologies, le numérique et aussi Internet surtout pour le gouvernement taliban comme pour les citoyens afghans, que ce soit les technologies, la surveillance, la liberté d'expression, les réseaux sociaux ou les comptes officiels. Beaucoup de questions restent en suspens et évidemment beaucoup d'ONG s'alarment des possibilités qui s'offrent au gouvernement taliban. Allez lire cet article très important de Romain. On quitte l'Afghanistan et on rentre en France, mais toujours pour des histoires un peu de société et de juridique. Et là-dessus, on va parler maintenant de doxing. Je vous rappelle que le doxing est une pratique qui consiste à révéler l'identité, c'est-à-dire le nom, l'adresse ou le numéro de téléphone d'une personne, ce avec un but malveillant. Et sur Internet, depuis quelque temps, la pratique du doxing se généralise un petit peu. Eh bien, en tout cas, une loi est en train de passer, c'est la loi 36 de l'ensemble des lois sur le séparatisme, qui punirait pénalement, en tout cas, la pratique du doxing. On pourrait monter jusqu'à 3 ans et 45 000 € d'amende si on était reconnu coupable. Et si cette pratique touche des personnes sensibles, c'est-à-dire des dépositaires des forces de l'ordre, de l'autorité, pardon, des journalistes et autres personnes importantes ou sensibles, cette peine pourrait monter à 5 ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende. En tout cas, c'est toujours une bonne nouvelle de savoir que l'État agit et s'adapte aux nouvelles pratiques, et même si ce sont des nouvelles pratiques malveillantes, et qu'ils vont les punir de manière claire pour essayer un peu de stopper le doxing qui malheureusement a pris beaucoup d'ampleur ces dernières années. Revenons maintenant à deux sujets un peu plus légers, le gaming et Mars tout simplement. On commence par le gaming avec la PlayStation 5. Je vous rappelle déjà qu'on a publié une petite vidéo, on vous a produit une petite vidéo pour vous expliquer toutes les techniques et astuces pour trouver enfin cette console introuvable, tout simplement même 10 mois après son lancement. Et aussi, je voulais vous montrer cette vidéo, un YouTuber a réussi à mettre la main sur la nouvelle PlayStation 5. Je vous rappelle que c'est un modèle Digital Edition, donc sans le lecteur optique, qui n'a pas le même SKU, la même référence, et qui surtout pesait
300 grammes de moins que son aîné. Et on se demandait ce qui se passait, où étaient passés ces 300 grammes. Et bien maintenant, on connaît un petit peu la réponse, et c'est le système de refroidissement de cette nouvelle PlayStation 5 qui est beaucoup plus léger, mais aussi moins efficace que la première PlayStation 5. Attention du coup, sur les températures relevées, on a clairement une hausse sur cette nouvelle version, et il faudra peut-être être non seulement patient et rapide pour trouver une PlayStation 5, mais en plus il faudra être vigilant pour essayer de trouver la bonne version, c'est-à-dire l'ancienne version. Attention, c'est compliqué tout ça quand même. Allez, on termine enfin sur la dernière news de cette quotidienne condensée, les numériques, et on va parler de Mars. Je vous rappelle que tout le monde veut aller sur Mars, qu'il y a des très bons films sur Mars, mais la question surtout c'est quand est-ce qu'il faut aller sur Mars? Puisqu'apparemment, c'est pas si simple que ça que d'envoyer un vol habité par rapport à notamment des petites sondes et des petits robots. La faute à des radiations qui émaneraient de notre système solaire et des radiations qui émaneraient d'autres systèmes solaires qui pourraient, eh bien, écoutez, dans le meilleur des cas, vous donner une petite gastroentérite et dans le pire des cas, vous donner le cancer littéralement. Des chercheurs américains, en tout cas, se sont penchés sur le bon moment pour partir vers Mars, et en fait il faudrait attendre d'avoir une activité solaire maximale qui elle-même en fait dévierait les radiations qui pourraient arriver d'autres systèmes solaires. On serait un peu protégé par un bouclier solaire, c'est très sexy à dire, pour aller sur Mars en évitant peut-être de mourir en chemin, ce serait pas mal. Quelles sont ces dates? 2035 et 2050. Vous avez intérêt à ne pas louper votre vol et à bien préparer votre valise. On se donne rendez-vous dans 14 ans et peut-être dans beaucoup plus tard si vous avez loupé le train. Et c'est la fin de cette quotidienne condensée les nums. J'espère que ça vous aura plu. Merci évidemment à Karl, Diana et Elisa pour nous publier ça tous les jours. Je vous rappelle, tous les matins, on est en live sur Twitch à 11 h. Il y a de plus en plus de monde pour venir discuter de tout cela. Deuxième option, vous avez le replay complet qui est disponible sur YouTube. Et troisième option, évidemment, cette condensée si vous n'avez pas le temps mais vous voulez connaître l'essentiel de l'actu tech au quotidien. Je vous rappelle aussi que demain, il n'y aura justement pas de quotidienne parce que c'est un secret, mais qu'on sera évidemment de retour mercredi sans faute. Merci en tout cas d'être toujours plus nombreux et nombreuses à regarder cette émission. Merci pour vos gentils commentaires, vos pouces bleus, vos abonnements, bref, merci. Des bisous et à mercredi. Perfecto!